Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Academia pour le mois de décembre 2021. Bien sûr, il s'agit de la dernière émission de l'année et j'en profite pour vous adresser mes meilleurs vœux, le meilleur pour l'année 2022, une bonne santé, la prospérité et le meilleur pour vous et pour vos proches. J'en profite également pour remercier tous les contributeurs du Tipeee de l'année 2021, mais également ceux à venir de l'année 2022. Encore une fois, c'est grâce à vous que je peux continuer mon activité et vous proposer de nouvelles émissions. Alors justement, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez complexe, à savoir la théorie des anciens astronautes ou encore le néo-évémérisme. Comme vous l'aurez bien compris, il s'agit de l'hypothèse comme quoi une civilisation d'origine extraterrestre aurait amené la civilisation sur notre planète et serait responsable du développement de nos sociétés, notamment en s'appuyant sur l'Égypte antique, Sumer, les Mayas et tout un tas d'autres civilisations. Alors tout d'abord, un point essentiel. Moi-même, à titre personnel, je ne suis pas un adepte de la théorie des anciens astronautes, je ne crois pas en la réalité de cette théorie, et de ce fait, vous pourriez vous demander pourquoi je vais vous parler de ce sujet. Eh bien, pour plusieurs raisons. La première est que dans le cycle d'émissions que je vous propose actuellement, donc le cycle de l'histoire et de l'occultisme, je vous ai parlé du cycle des âges, ou du mythe des âges, à savoir âge d'or, âge d'argent, âge d'airain, âge des héros, âge de fer, et puis dans une seconde émission, de la cyclologie ou de l'ère du Verseau ou encore les ères astrologiques, et de la même façon je vais parler de cette troisième théorie qui s'articule à la fois dans un domaine historique archéologique mais qui mélange à cela la mythologie, l'ésotérisme et certains sujets on va dire d'ordre mystique si l'on peut dire. Un autre point, il ne s'agit pas pour moi de faire un débunkage de la théorie des anciens astronautes. Il s'agit pour moi au contraire de vous présenter l'histoire, ou du moins la généalogie si l'on peut dire, de cette théorie, comment elle s'est construite au fur et à mesure du temps, quels sont ses acteurs ou ses théoriciens, et plus tard quels sont ses critiques également. Donc il s'agit pour moi de vous retracer l'histoire de la théorie. Mais il y a également un autre point. Je vais vous donner les outils afin que vous puissiez vous faire votre propre opinion sur cette théorie. Je vais vous expliquer en fait les principaux points d'accroche ou les éléments qui permettent d'établir cette théorie, du moins que les théoriciens utilisent pour établir cette théorie, avec les différents éléments historiques, archéologiques, mythologiques, symboliques, ésotériques, etc., afin, encore une fois, que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Vous le savez, à titre personnel, je ne suis pas très intéressé par le phénomène ufologique et l'existence des extraterrestres. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, je n'en sais tout simplement rien, je n'ai pas de connaissances suffisantes sur le sujet pour vous dire si le phénomène extraterrestre a une réalité ou non. Je ne suis pas non plus là pour vous parler de la réalité ou non du phénomène ufologique, c'est-à-dire des ovnis. La théorie des anciens astronautes, en revanche, s'appuie sur un élément historique, donc moi je vais me concentrer sur l'aspect historique de cette théorie et non pas sur les études modernes de l'ufologie, si je puis dire. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, nous allons éclaircir tout cela au cours de l'émission. D'ailleurs, présentons le plan. D'abord, une introduction à la théorie des anciens astronautes afin de bien comprendre de quoi nous allons parler. Ensuite, une première partie qui traitera de l'évémérisme, c'est-à-dire l'ancêtre de cette théorie. Ensuite, en deuxième partie, le néo-évémérisme ou la théorie des anciens astronautes. En troisième partie, nous allons faire une analyse de cette théorie. Et puis finalement, je vous donnerai ma conclusion personnelle sur cette affaire, et également une bibliographie, afin que vous puissiez poursuivre vos recherches personnellement, bien entendu. Alors tout d'abord, l'introduction. Définissons quelques termes. L'évémérisme tout d'abord. C'est une conception rationaliste de la mythologie, propre à Évémère, un philosophe grec, et à ses partisans. C'est un système suivant lequel les dieux du paganisme étaient en réalité des hommes illustres. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'évémérisme pose un concept plus ou moins athée. C'est-à-dire que je vous rappelle que dans l'Antiquité, avant le monothéisme, il y avait des panthéons avec des divinités multiples. Or, dans la théorie d'Évémère, dont nous allons reparler tout à l'heure, eh bien, ce dernier considère que les divinités du panthéon, comprenez Zeus, Apollon, Héra, Poséidon, etc., ne sont en réalité pas des divinités, mais des hommes bien vivants qui ont existé dans un passé ancien et qui ont été divinisés par leurs successeurs. Donc de ce fait, dans la pensée de l'évémérisme, les dieux sont en réalité des hommes qui ont été divinisés par leurs semblables après les événements. Ensuite, l'autre mot qu'il est important de connaître, c'est le néo-évémérisme, ou le nouvel évémérisme. Vous comprenez qu'il reprend tout à fait la trame du précédent.
C'est une théorie spéculative reprenant le concept de l'évémérisme, mais en affirmant en plus que les dieux antiques étaient des aliens humanoïdes, ou si vous préférez, des extraterrestres. Donc, très simplement, l'évémérisme considère que les dieux n'existent pas, ce sont en réalité des hommes qui ont été divinisés, et la différence avec le néo-évémérisme, c'est qu'on considère que ce ne sont pas des dieux, ce ne sont pas non plus des hommes divinisés, ce sont en réalité des êtres venus d'ailleurs, qui sont passés, qui ont été pris pour des dieux par les humains. Et ces derniers en ont fait des divinités au lieu de les définir comme des extraterrestres. Troisième élément, donc la théorie des anciens astronautes, c'est une théorie appartenant au néo-évémérisme, considérée comme une pseudoscience, donc comprenez qui n'est pas reconnue par la science, et qui s'appuie sur l'hypothèse d'un complot, plus ou moins important, consistant à dissimuler la vérité sur les anciens cultes. Donc là, il y a une petite différence qui est importante à faire. L'évémérisme est un courant de pensée, une école de pensée si l'on peut dire. Le néo-évémérisme est un courant et une école de pensée. La théorie des anciens astronautes n'est pas un synonyme exact du néo-évémérisme. La théorie des anciens astronautes appartient à la famille de néo-évémérisme, mais ce n'est pas la seule, si l'on peut dire. Dire que le néo-évémérisme ne fait pas forcément intervenir la notion de complot, alors que la théorie des anciens astronautes fait quasiment automatiquement intervenir la notion qu'un savoir aurait été dissimulé afin de cacher l'origine extraterrestre des anciennes civilisations. Nous reviendrons sur cela en troisième partie. Nous allons présenter l'histoire du néo-évémérisme en le découpant chronologiquement. Commençons au XIXe siècle, c'est-à-dire au moment où l'évémérisme est déjà bien implanté dans les esprits et notamment dans le milieu de l'ésotérisme. L'une des figures majeures de l'évolution de l'évémérisme sera Helena Blavatsky, qui a vécu entre 1831 et 1891. Ce sera la fondatrice de la Société théosophique, un organisme à caractère mystique et ésotérique, et vous trouverez plus d'informations dans une vidéo dédiée sur ma chaîne. Ce qui est important à ce stade, c'est que Helena Blavatsky va écrire des textes, principalement un qui s'appelle La doctrine secrète, et dans ses travaux, elle tente d'illustrer le concept d'une succession de races d'humanité qui se seraient succédées au cours du temps. Dans un premier temps, nous aurions des êtres hyperboréens, des sortes de divinités marchant sur Terre, puis ensuite d'autres successions avec le peuple de Mu, le peuple de l'Atlantide, etc., etc., etc. Donc l'idée d'Helena Blavatsky est que les dieux, en réalité, marchaient sur Terre dans un premier temps, étaient dotés de grandes qualités parapsychologiques, mystiques, etc., tout ce que vous voulez. Donc c'est des sortes d'hommes-dieux, si l'on pourrait dire. Et donc que nous serions leurs descendants. Donc à ce stade, on ne parle toujours pas d'extraterrestres, donc de ce fait, nous ne sommes pas dans le néo-évémérisme et pas plus dans la théorie des anciens astronautes. Nous sommes bel et bien sur une sorte d'humanité divine qui aurait existé sur Terre et qui aurait été maîtresse des premières civilisations, tout d'abord mythologiques, et qui, par leurs successeurs, auraient donné naissance aux civilisations de l'Égypte, de Mésopotamie, de Mésoamérique, etc., etc. Tout ça. Je vous précise encore une fois que ceci sont les pensées de Madame Blavatsky. Je ne les partage pas à titre personnel, je ne fais que vous les exposer. Ensuite, cette pensée de Blavatsky aura une importance fondamentale dans le domaine de l'ésotérisme, et à ce stade, ce qui est très important, c'est que l'évémérisme, qui à l'origine est un concept plutôt athée, qui consiste à nier l'existence des divinités, de considérer que ce ne sont que des hommes qui ont été divinisés, et bien là, avec les théories de Blavatsky, on va rentrer dans ce que j'appelle l'évémérisme ésotérique. Donc qui dit, oui, ce ne sont pas des dieux tels que définis, ce sont en réalité des hommes-dieux, un peuple divin si l'on peut dire, et donc ce ne sont pas des hommes, mais ce ne sont pas non plus des dieux tels qu'on l'entend, puisque je vous rappelle que Helena Blavatsky était dans un concept de religion chrétienne néanmoins, avec l'idée d'une divinité unique à l'origine de toute chose. Donc de ce fait, que toutes ces entités seraient des sortes d'êtres quasi-divins, comme des anges, ou qu'elle va appeler les maitreya, ou les maîtres invisibles, ou encore les supérieurs inconnus. Donc cet évémérisme ésotérique coupe la poire en deux entre les idées de l'évémérisme antique, donc qui ne sont plus dans une démarche athée, mais cette fois-ci qui entrent dans une démarche d'humanité divine qui aurait existé dans les temps primordiaux. Ce concept va continuer à évoluer et aboutir à des théories qui vont tenter d'illustrer ce concept d'ésotérisme évémérisme
en l'appuyant sur l'histoire et l'archéologie. Et c'est là qu'on va voir fleurir à la fin 19e les théories comme quoi il existerait des sanctuaires de l'Antiquité qui détiendraient en leur sein des archives secrètes, un savoir qui aurait été codifié depuis la nuit des temps concernant cette humanité divine. De là va apparaître l'histoire donc de la cavité qui se trouverait sous le Sphinx. C'est ici que vont apparaître les canulars sur les fameuses tables d'émeraude, ou le livre de Thoth, sous le nom des 15 tablettes d'Hermès Thoth, qui sera composé par des fraternités sectaires, en l'occurrence, au début du XXe siècle. Donc cet évémérisme ésotérique a supplanté l'évémérisme athée, si l'on peut dire. De là, nous allons voir apparaître des auteurs qui fréquentent les milieux occultistes, qui fréquentent les cénacles des sociétés secrètes, et qui vont s'inspirer notamment de ces idées évéméristes pour faire des romans. Le premier d'entre eux est bien évidemment Jules Verne. Alors Jules Verne avec des œuvres connues, Voyage au centre de la Terre, 20 000 lieues sous les mers, Le voyage sur la Lune, etc. Donc de nombreux textes à succès. Donc sachant que Jules Verne tenter d'illustrer dans ses romans des concepts scientifiques, c'est-à-dire précurseurs ou avant-gardistes de ce qui existait de son temps, mais néanmoins en s'appuyant sur des mythologies et notamment des idées de peuples de l'Atlantide, de l'Hyperborée, de l'Agartha, d'un monde sous la terre, etc. Tout ça. Donc Jules Verne s'inspire tout à fait de ce qui existe dans les théories, notamment de Blavatsky. Mais allons un petit peu plus loin, on va voir apparaître d'autres auteurs de science-fiction, comme notamment H.G. Wells, avec le texte majeur qui est La guerre des mondes, et La machine à explorer le temps. Donc là, H.G. Wells reprend encore une fois les concepts évéméristes, il reprend également les idées donc de tous les courants de la science-fiction de l'époque, mais surtout il hypothétise l'existence de ces êtres venus d'ailleurs. Cette fois-ci, on ne parle plus de Dieu, ou des divinités, comprenez, on parle cette fois-ci des extraterrestres tout puissants qui potentiellement sont hostiles et qui pourraient venir nous menacer. Un petit peu plus loin, on va trouver Howard Philip Lovecraft. Alors Lovecraft, cette fois-ci, c'est très intéressant puisqu'il développe cette idée de l'évémérisme. Comprenez qu'il existerait des civilisations hautement avancées dans un temps antédéluvien, type Atlantide, Hyperborée et encore une fois les mêmes noms. Mais il illustre également qu'il existerait des créatures extraterrestres toutes puissantes, qui seraient en sommeil sur Terre, avec des monstres type Cthulhu, Nyarlathotep, et j'en passe, et des meilleurs. Donc nous sommes dans le cadre de récits de science-fiction horrifiques, bien évidemment, avec Lovecraft, mais l'idée étant qu'il postule l'existence, dans ses romans bien sûr, de l'existence d'une vie extraterrestre, mais que celle-ci aurait eu un impact sur Terre dans les civilisations antédiluviennes. Et là, avec Verne, Wells et Lovecraft, nous avons le combo gagnant qui va complètement renverser la tendance de l'évémérisme ésotérique pour aboutir à la naissance du néo-évémérisme. Maintenant, nous allons pouvoir nous intéresser aux théoriciens, ceux qui ont développé le concept. Tout d'abord, avec un précurseur réellement du néo-évémérisme qui lui-même ne partage pas cette idée. Il s'agit de Paul Lecourt. Donc Paul Lecourt qui a créé l'association Atlantis en 1927 avec quelques prototypes préalablement si l'on peut dire. Donc Paul Lecourt va développer 3 théories principales et fondatrices si l'on peut dire. Tout d'abord, il hypothétise l'existence bien sûr de l'Atlantide qui aurait existé il y a plusieurs milliers d'années et sur ce point, il n'est pas novateur sur le plan que cette idée existe déjà dans les milieux ésotériques et même dans certains milieux de recherche depuis le XVIIIe siècle et même jusqu'à la Renaissance dans certains cas. Je ne vais pas refaire toute l'histoire de l'Atlantide, mais sensiblement c'est à partir de la Renaissance que les gens commencent à se réintéresser au mythe atlantéen et que celui-ci va se complexifier progressivement au cours du temps. La deuxième idée phare de Paul Lecourt est que le christianisme serait la religion des Atlantes. Alors, il faut préciser quelques points sur cette affaire-là. Paul Lecourt ne dit pas que Jésus existait du temps de l'Atlantide. Pour lui, la religion que le Christ vient apporter au moment, donc sensiblement de l'an 1 de notre ère, eh bien en fait c'est un retour. Pour lui, Jésus revient sur terre, et justement, le christianisme était déjà la religion de l'Atlantide, elle s'est perdue, dévoyée avec le temps, et donc le Christ vient rapporter cette religion monothéiste au moment de l'Antiquité romaine, etc., etc. Donc c'est une théorie qu'il tente de défendre dans son livre L'ère du Verseau, et notamment ce qui amène à la troisième grande théorie de Paul Lecourt, qui est la théorie de l'ère du Verseau ou du Nouvel Âge, ce que je détaille mieux dans mon émission précédente qui traitait de ce sujet. Donc Paul Lecourt, vous l'aurez compris, ne parle à aucun moment d'extraterrestres, il place seulement l'idée
que le christianisme existait avant le christianisme, si l'on peut dire, et il sera l'une des inspirations premières de la plupart des chercheurs qui vont suivre. Sachant bien évidemment, j'insiste sur ce point, que Paul Lecourt n'était pas dans la démarche néo-évémériste, bien entendu. Néanmoins, ses travaux seront repris par ses successeurs, notamment dans l'association Atlantis, et plus tard l'association La Nouvelle Atlantide, présidée par Jacques Grimaud, l'auteur de La Révélation des Pyramides, qui est un personnage qui a beaucoup fait parler de lui sur Internet. Alors, un autre livre qui sera cette fois-ci totalement fondateur du néo-évémérisme, c'est 1960, Le Matin des Magiciens. Alors, écrit par Louis Poel et Jacques Bergier, c'est un texte appelé aussi, qui développe le concept de réalisme fantastique. Et dans ce texte, on va y trouver tout un tas de théories nouvelles, à savoir que les nazis de la Deuxième Guerre mondiale auraient disposé d'une technologie extraterrestre, notamment avec des ovnis, des technologies antigravité, etc., de contrôle mental, de tout un tas de choses, qu'il y aurait des sociétés secrètes dans l'ombre qui auraient manipulé l'histoire, qu'il y aurait une sorte de gouvernement secret, encore une fois des fraternités qui seraient au courant de la présence des extraterrestres et de l'influence de ces derniers sur l'humanité, etc., etc. Tout ça. Le Matin des Magiciens est un texte qui regroupe, ou qui propose du moins énormément de théories, en ouvrant des portes, si l'on peut dire, sans les refermer. Ce sera le déclencheur de toute la suite, si l'on peut dire. Alors, ensuite, un auteur qui va profondément marquer, cette fois-ci, le néo-évémérisme, là, comprenez que nous sommes pleinement entrés dedans avec le Matin des Magiciens. C'est Robert Charroux, donc, qui a vécu entre 1909 et 1978, mais c'est réellement à partir des années 60 qu'il va développer ses théories. Les principales théories de Robert Charroux peuvent se découper en 3 morceaux. La première, c'est la théorie de la prime histoire. La prime histoire, qu'est-ce que c'est ? C'est un terme inventé par lui. Eh bien, pour Robert Charroux, les archéologues et les préhistoriens cachent la vérité. Il nie des éléments de l'histoire, donc il est adepte de la théorie du complot archéologique. Donc pour lui, les préhistoriens sont au courant qu'il y a un secret sur l'histoire de l'humanité, mais le dissimuleraient. Donc là, nous sommes dans la théorie du complot. Ensuite, il y a, pour Robert Charroux, une transposition de la théorie des races de Blavatsky en extraterrestre. C'est-à-dire que je vous rappelle que pour Elena Blavatsky, il s'agissait de sortes d'hommes-dieux dans des civilisations antédiluviennes, alors que cette fois-ci pour Robert Charroux, ce ne sont plus des hommes-dieux, ce sont des extraterrestres qui seraient venus apporter et provoquer la civilisation sur Terre. Voici une citation de Robert Charroux. Les vrais initiateurs, ce sont les anges de la Bible, des extraterrestres en fait, venus s'installer sur Terre bien avant le déluge, formant une petite communauté d'hyperboréens, vous voyez le lien avec Blavatsky, qui allait donner naissance aux Atlantes et aux habitants de la Terre de Mu. Le déluge, ou la guerre atomique entre Mu et Atlantide, devait détruire toutes ces civilisations, ne laissant sur les hauts plateaux qu'un petit nombre de rescapés. C'est il y a 5000 ans qu'un second groupe d'extraterrestres originaires de Vénus, venus visiter les humains, qui, du Pérou au Tibet, avaient tant bien que mal réussi à survivre. Donc là, vous voyez, avec Robert Charroux, on quitte complètement les théories de l'évémérisme ésotérique et on entre complètement dans la théorie des anciens astronautes, puisqu'on se retrouve avec des hyperboréens, des Atlantes, des peuples de Mu, etc., qui sont tous des extraterrestres ou descendants d'extraterrestres, et même avec des Vénusiens qui sont censés venir. Donc là, on est complètement rentré dans le néo-évémérisme qui a de facto un caractère athée. C'est-à-dire que dans cette démarche-là, il n'y a plus de connotation divine ou spirituelle. Nous sommes sur de la science extraterrestre qui serait à l'origine de la science humaine. Allons un petit peu plus loin avec Jean Sundy, qui a vécu entre 1910 et 1978 et qui va développer quelques théories également. Il va aller un petit peu plus loin que Robert Charroux, même s'il s'inspire en partie de Robert Charroux. Et tous, bien sûr, s'inspirent du Matin des Magiciens, qui, encore une fois, a simplement ouvert les portes, si on peut dire. Donc pour Jean Sundy, la Bible, en tant que est un récit néo-évémériste. C'est-à-dire que la Bible, en réalité, ne parle pas de Dieu, d'anges, etc., mais parle en permanence d'extraterrestres. Donc vous voyez que cette idée n'est pas nouvelle, elle était déjà développée dans les années 60. Ensuite, pour Jean Sundy, la Lune fut colonisée par les dieux et ils y auraient laissé des vestiges. Évidemment, quand il écrit ces textes, le sol lunaire n'a pas encore été foulé par les hommes. L'étude des prophéties religieuses annoncerait donc le retour des dieux, comprenez les extraterrestres. Et voici une citation. « J'ai montré dans La Lune, clé de la Bible, et dans Nous autres gens du Moyen-Âge, les raisons qui m'incitent à tenir pour cohérent et raisonnable l'entreprise consistant à relier le texte biblique aux données scientifiques d'aujourd'hui, et à prendre au pied de la lettre l'arc d'alliance
promis par le texte. Donc dans les pensées de Jean Sandi, c'est relativement simple, tous les textes sacrés religieux, et à commencer principalement sur la Bible, racontent la dévotion des hommes envers leur maître extraterrestre. Donc vous voyez les textes très modernes du XXIe siècle qui disent que la Bible en réalité parle d'extraterrestres, et ce n'est absolument pas nouveau, hein. Cela existe déjà depuis les années 60, voire avant, dans Le Matin des magiciens notamment. Allons un petit peu plus loin avec Heinrich von Däniken, donc qui est toujours en vie, mais qui a développé ses concepts dans les années fin 60, début 70, notamment par un texte qui s'appelle Présence des extraterrestres, donc publié en 1969. Il reprend parfaitement les théories, en fait, hein, il reprend totalement les théories de Robert Charroux et de Jean Sandi, mais ce qu'il va faire surtout, c'est qu'il va les populariser à une grande échelle avec une large diffusion de ses écrits. Pour Heinrich von Däniken, les extraterrestres auraient permis le développement de la civilisation des premiers hommes, à savoir l'Égypte, Sumer, Maya, etc. Donc toutes les premières, pour von Däniken, toutes les premières civilisations qu'on prenait de l'Antiquité, les civilisations de l'écriture, apparaissent subitement, et si elles apparaissent subitement, c'est parce que le savoir qu'elles ont acquis, soudainement, serait dû à la présence de civilisateurs extraterrestres qui seraient venus leur apporter ces connaissances. Donc pour Heinrich von Däniken, il y a tout un tas de constructions insolites et d'éléments et d'artefacts insolites de l'Antiquité, notamment les lignes de Nazca, qui d'après lui seraient des pistes d'atterrissage pour des vaisseaux spatiaux et des monuments antiques, et d'autres monuments antiques type pyramides, Baalbek, ne seraient pas l'œuvre des humains, mais seraient l'œuvre de ces civilisateurs extraterrestres dont ils auraient fait don à l'humanité, ou qui auraient servi de temple où les humains vénéraient ces faux dieux extraterrestres. Il nous reste encore un personnage qui sera un des grands théoriciens de la théorie des anciens astronautes. Il s'agit bien sûr de Zecharia Sitchin, qui a vécu entre 1920 et 2010. Alors, tout d'abord, c'est un auteur de nombreux livres qui tente de faire un pont entre les théories archéologiques et des romans de science-fiction. Il faut savoir que Zecharia Sitchin ne se cachait pas d'établir, enfin du moins il a avoué avoir fait principalement du roman, et en l'illustrant par des théories archéologiques en grande partie contestables. Alors, pour citer les plus célèbres, la 12e planète, la guerre des dieux et des hommes, le livre perdu du dieu Enki. Les principales théories que Zecharia Sitchin va développer sont tout d'abord celles que les Anunnaki spécifiquement seraient les créateurs de l'humanité qu'on prenait génétiquement, et que ces derniers, donc en manipulant l'ADN du singe, auraient créé l'humanité. Les humains auraient été créés dans le but de devenir les esclaves des dieux, comprenez des extraterrestres, et il développe aussi la théorie de la 12e planète, à savoir de Nibiru, une planète qui est censée passer dans notre système solaire, un cycle au bout de plusieurs millénaires, ce qui se reproduirait, etc. Et que c'est eux, par le lien avec Nibiru, donc qui seraient liés à ces fameux extraterrestres. Et il développe l'idée que Enki, donc le dieu mésopotamien, serait en réalité un équivalent de Lucifer ou de Prométhée, et qu'il serait le sauveur de l'humanité, comprenez un Anunnaki rebelle envers tous les autres, et qui aurait permis à l'humanité de se libérer du joug des dieux. Alors, avec ces différents auteurs, Jean Sandi, Robert Charroux, Heinrich von Däniken, Zecharia Sitchin et Ce Matin des magiciens, donc le livre qui a lancé tout cela, si l'on peut dire, vous avez quasiment toutes les théories du néo-évémérisme qui sont établies et qui maintenant vont pouvoir se disséminer dans le monde, avoir un grand succès et puis se complexifier en tout un tas de mini-catégories. Mais avec ces personnages-là, vous avez l'essence de tout ce qui sera produit sur le nouveau évémérisme. Aujourd'hui, quand vous voyez de nouvelles théories apparaître sur Internet révolutionnaires qui vous disent en fait Enki, le dieu Enki, c'est un dieu, un Anunnaki extraterrestre qui a libéré l'humanité, c'est absolument pas nouveau. Cela a été théorisé il y a 50 ans par Zecharia Sitchin. Quand vous entendez un auteur ou un quelconque chercheur qui vous dit que la Bible en réalité est un livre codé qui parle d'extraterrestres, ce n'est absolument pas nouveau. Cela existe depuis 50 ans, de la même façon. Et comme la plupart des théories néo-évéméristes actuelles qui fleurissent sur les réseaux sociaux, celles-ci existaient déjà au milieu du XXe siècle, du moins dans les années 60, 70, 80. Là, nous ne sommes pas encore au XXIe siècle, dans notre chronologie, nous allons arriver dans les années 70, 80, 90, avec le monde des séries télé, et du cinéma surtout, qui va s'emparer du sujet. Alors tout d'abord, film célèbre, 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, adapté d'un roman.
Donc 2001, l'Odyssée de l'espace est un texte qui hypothétise bien sûr l'existence d'extraterrestres par ce fameux monolithe dont on ne sait pas d'où il vient. Alors, qui ne précise pas, est-ce que les extraterrestres sont des créatures humanoïdes, est-ce que c'est une intelligence artificielle, peu importe, en réalité. Les extraterrestres sont suggérés comme étant responsables de l'entrée de la science ou de la technologie dans l'humanité, puisque c'est au moment où ce singe touche le mégalithe qu'il acquiert une sorte de connaissance supplémentaire et qu'il va prendre le premier outil, donc développer les balbutiements de la civilisation. Et de la même façon, avec la fin du film, quand le héros va atteindre le mégalithe, le monolithe près de Jupiter, qu'il est propulsé dans une sorte d'autre état d'existence, une existence supérieure, etc. Donc il y a l'idée dans l'Odyssée de l'espace que les extraterrestres ont participé directement ou indirectement au développement de la civilisation humaine. Et donc, ce qui rejoint tout à fait la théorie des anciens astronautes, bien sûr, où les extraterrestres auraient eu un contact avec nous. Une autre chose à préciser, c'est que le néo-évémérisme va apparaître en même temps que tous les phénomènes ufologiques. Comme je vous l'ai dit au début de cette émission, je ne vais pas traiter d'ufologie, du phénomène ovni, etc. Ce n'est pas mon sujet. Néanmoins, constatons quand même que entre le crash de Roswell, donc de 1947, et toutes les autres apparitions ou histoires d'ovnis qui vont se succéder dans les décennies suivantes, cela coïncide avec l'apparition du néo-évémérisme. Donc vous voyez, il y a une logique. Quand au XIXe siècle, on crée les matières de l'histoire et de l'archéologie et qu'on s'intéresse aux civilisations anciennes, cela aboutit à l'évémérisme ésotérique qui tente d'illustrer l'histoire de ces hommes-dieux. Et puis, quand il y a les affaires ufologiques qui fleurissent dans le monde à l'après-guerre, eh bien c'est le moment où il y a l'apparition du néo-évémérisme. Il y a quand même un effet de cause à effet, si je puis dire. Toujours, cette fois-ci, reprenons notre film. On va voir au début des années 90, c'est l'apparition d'X-Files, donc série télé à succès qui s'est déroulée sur plusieurs saisons, il y a une tentative de redémarrage d'X-Files assez récente et que je trouve à mon sens plutôt médiocre d'ailleurs, mais ceci est un avis personnel. Donc la phrase célèbre de X-Files, I want to believe, sous-entendu je veux croire. Eh bien je pense que tout est dans cette phrase. La théorie des anciens astronautes repose avant tout sur cet élément qui est celui de la croyance, celui du vouloir que cela existe, ou vouloir ou hypothétiser son existence dans un acte de croyance, bien entendu. Mais nous reviendrons sur cela en troisième partie. Donc X-Files, série à succès qui popularise le mythe des extraterrestres, qui agirait dans l'ombre, dont les gouvernements seraient au courant, donc toute la théorie du complot bien évidemment, et que les extraterrestres visiteraient la Terre surtout depuis des milliers d'années, et seraient responsables dans une certaine mesure de la gestation des civilisations humaines, voire auraient manipulé génétiquement l'humanité, comme cela est suggéré plusieurs fois dans la série. Autre film, bien évidemment, cette fois-ci qui va révolutionner le monde de la théorie des anciens astronautes, c'est Stargate. Tout d'abord le film de Roland Emmerich, mais surtout les séries télé qui vont s'en suivre, Stargate SG1, Stargate Atlantis, etc. Tout ça, où on voit que Stargate n'hésite pas à reprendre des éléments des mythologies, à reprendre l'idée que les dieux, surtout des mythologies, seraient en réalité des extraterrestres, alors avec les Asgard notamment, avec les Goa'uld en tant que dieu égyptien, dieu chinois, etc., tout ce que vous voulez. Donc Stargate va vraiment populariser définitivement, faire entrer dans la culture pop, si l'on peut dire, la théorie des anciens astronautes, la rendre commune et accessible, si l'on peut dire. Donc sachant que Stargate, et surtout Roland Emmerich à la base, avec le film de 1994, reprend lui-même totalement les théories des personnages que je vous citais préalablement, Robert Charroux, Jean Sandy, Heinrich von Däniken, etc., Zecharia Sitchin, ce sont les théories sur lesquelles s'appuie Roland Emmerich pour créer une œuvre de science-fiction, comprenez-le bien. Sauf qu'aujourd'hui, c'est ces œuvres de science-fiction, que ce soit 2001 ou des espaces, que ce soit X-Files, que ce soit Stargate ou de nombreux autres, bien évidemment, les exemples sont nombreux, ce sont ces œuvres de fiction qui vont faire germer les nouvelles théories. Alors pourquoi ? Eh bien, en fait, c'est relativement simple. Tout le monde voit ces œuvres de fiction, et suivant les croyances des individus et tout un tas de choses, les gens vont se dire « Ah oui, mais en fait, ce que cette œuvre de fiction me propose comme un roman, comme une jolie œuvre imaginative, eh bien, en fait, résonnant avec la théorie du complot, cela suggérait que le réalisateur de ce film est au courant d'une certaine réalité, au courant de secrets historico-archéologiques, etc., et donc dissimule dans ses œuvres de fiction un savoir véritable. Et donc, de ce fait, Stargate n'est plus une œuvre de fiction inspirée d'une théorie, ça devient une théorie qui va inspirer des théories dans ce qu'on va appeler le Web 2.0, duquel nous allons entrer dans un instant. Donc, ça, c'est fondamental.
Avant d'entrer au XXIe siècle, il faut rappeler cette petite différence mais qui est pourtant fondamentale. Le néo-évémérisme hypothétise l'idée que des extraterrestres auraient été présents sur Terre lors de l'émergence des anciennes civilisations et auraient participé à la naissance de ces anciennes civilisations via leur technologie, leur savoir qu'ils auraient donné aux hommes ou imposé, etc., dans des modalités tout à fait variables. Mais ça s'arrête là. La théorie des anciens astronautes intègre la plupart du temps cette idée du complot, cette idée de gouvernement secret avec la tentative de dissimulation d'un savoir. Et ça, c'est une différence quand même assez notable, qui va se retrouver notamment véhiculée par ces œuvres de fiction. C'est-à-dire que les œuvres de fiction s'inspirent tout à fait normalement des théories qui existent historiquement, archéologiquement, ou même dans la pseudo-histoire ou pseudo-archéologie. C'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est que ces œuvres de fiction ayant une telle médiatisation vont faire que des gens vont se les approprier, encore une fois, comme je vous disais, avec l'idée qu'il y aurait une vérité dans l'œuvre de fiction. Et ce qui va forcément amplifier très largement la gestation des théories nouvelles, celles du XXIe siècle. Alors tout d'abord, quand on arrive au XXIe siècle, c'est l'ère que j'appelle celui des Illuminati, des reptiliens et tout un tas d'autres choses. Alors vous avez un auteur, par exemple Mauro Biglino, qui a proposé plusieurs textes, comme quoi la Bible, comme vous ne l'avez jamais lu, les dieux de la Bible viennent des étoiles, etc. Donc qui tente de théoriser que le dieu de la Bible, ou les dieux de la Bible, ou les anges, etc., seraient en réalité des extraterrestres. Mais comme je vous l'ai dit, cela n'a absolument rien de nouveau. Cela existait déjà dans les années 60. Ensuite, vous avez la célèbre émission Alien Theory, qui en est à sa 12, 13 ou 16e saison, je ne sais plus, depuis 2009, et qui est toujours en production de nos jours, et qui propose toutes les théories possibles sur les extraterrestres, bien sûr, avec parfois des théories du complot sur les gouvernements secrets, parfois les théories donc, que les extraterrestres seraient gentils, méchants, qu'ils nous auraient mis en esclavage. Voilà, les théories qui existent dans cette émission sont extrêmement nombreuses, et je ne vais pas m'amuser à toutes vous les détailler. Simplement pour noter que tout ce qui est dans ces émissions sont sensiblement des reprises des éléments qu'on va trouver chez Robert Charroux, chez Von Daniken, qui est d'ailleurs présent dans ces émissions, chez Zecharia Sitchin, chez Anton Park, chez... j'ai oublié son nom qui me reviendra, excusez-moi, il me reviendra un petit peu plus tard, peu importe, mais en gros, chez tous les auteurs. Alien Theory, c'est le matin des magiciens ouvert. On ouvre des portes en permanence, en cherry picking, c'est-à-dire on multiplie les éléments, on multiplie les données, on ouvre toutes les portes, si vous voulez. C'est une émission de divertissement et qui s'appuie sur cette théorie des anciens astronautes comme fil conducteur, si l'on peut dire. Un petit peu plus loin, comme je vous disais, nous sommes dans l'ère des reptiliens. Aujourd'hui, c'est le moment où on nous parle d'Illuminati et de créatures malveillantes qui vivraient sur Terre. Alors on accuse parfois la reine d'Angleterre, l'ancien président Obama et tout un tas d'autres personnages dans les médias. Et là, on est vraiment sur la popularisation donc des théories qui viennent de films bien évidemment à l'origine, et qui vont se démocratiser dans la société, et principalement sur les réseaux sociaux, avec nombreuses informations qui circulent extrêmement rapidement via les réseaux, qui ne sont pas forcément vérifiées, qui par effet boule de neige deviennent des sortes de vérités au fur et à mesure du temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette théorie des Illuminati reptiliens malveillants qui vivraient sur Terre, on est complètement dans le monde Lovecraftien, en passant par les petits gris, et pour arriver aux reptiliens. On est toujours dans cette évolution du visage de l'extraterrestre qui va s'adapter au monde dans lequel il évolue. Évidemment, chez Lovecraft, ce sont des monstres tentaculaires, un peu comme les créatures de Jules Verne, avec le monstre, le poulpe géant, etc. Tout ce que fait. Et puis plus tard, on va arriver avec Roswell, on est sur le monde des petits gris, jusqu'à l'époque où vous savez Jimmy Guilleux, l'ufologie, où on voit des petits gris partout, et puis plus tard, au XXIe siècle, on entre dans celui des Illuminati reptiliens, donc directement inspiré des Anunnaki de Zecharia Sitchin, bien entendu. Alors pour faire un petit schéma, pour voir un petit peu le cheminement de cette pensée, on voit qu'on a à l'origine l'évémérisme, qui lui-même a été nourri par deux éléments, la philosophie grecque dans un premier temps, et la pensée de l'athéisme, c'est-à-dire qu'il considère qu'il n'y a pas de divinité. Cet évémérisme va évoluer progressivement, il va s'enrichir des concepts de l'ésotérisme, de la littérature de science-fiction, des phénomènes de l'ufologie, et cela va aboutir au néo-évémérisme, un concept qui est plutôt à tendance athée, et qui considère qu'il n'y a pas de Dieu, mais qu'il y a en réalité des extraterrestres. Ce néo-évémérisme va lui-même évoluer progressivement, mais surtout donner naissance à une large production d'œuvres de fiction. Le problème étant que ces œuvres de fiction vont à leur tour inspirer ce que j'appelle le néo-évémérisme 2.0 qui fleurit sur Internet.